Et j'atteste que je vis, je vibre, je pleure et je souris pour ce continent africain et pour sa diaspora. Parce que vous avez démarré un peu avec des associations que vous avez créées en France. Vous avez eu maille à partir un peu avec la justice, des associations qui ont été dissoutes par décret, s'il vous plaît. Voilà, donc que les organisations noires sont dissoutes. J'ai pas débuté pareil, j'ai débuté par le biais de la Nation of Islam, mais ensuite, lorsque, pour des raisons expliquées dans le livre, on va pas tout raconter là maintenant, mais j'ai dû m'en séparer. J'ai créé, en effet, j'étais toujours le plus jeune membre des organisations, la moyenne d'âge généralement était de 30 ans, j'en avais 22, j'étais porte-parole, le leader déjà à l'époque. Et il se trouve que lorsque des afro-descendants dans la diaspora en Occident s'autodéterminent et ne veulent pas être simplement les paillassons, ou ne veulent pas être, j'ai envie de dire, les marionnettes teintées de noir dans cette galerie qu'est la jungle humaine urbaine occidentale, on est toujours taxé de radicaux. Moi, je dis que je suis radicalement opposé à un système qui bafoue la dignité des Africains, qu'ils soient sénégalais, maliens, ou guadeloupéens, ou haïtiens, ou autres. Et si être extrémiste, c'est être extrêmement opposé, j'ai envie de dire, à l'asservissement de notre identité, de notre réalité africaine, si c'est ça être extrémiste, alors dans ce cas... Parce que vous, votre credo, c'était le fait de ne plus laisser les Noirs se faire marcher dessus, de réagir parfois même sur le plan physique, de vous opposer aux gens qui ont un peu brimé les Noirs en France. Ma démarche a toujours été bicéphale, à la fois physique mais aussi mentale. C'est-à-dire que la plus grande arme sur cette terre, et j'y crois parce que je pratique cette arme et je l'utilise plus que jamais, c'est le verbe, c'est le mot. Comme vous le dites, vous, c'était renverser la terreur, en fait, que la peur change de camp. Que la terreur change de camp, parce qu'on est une population qui a été terrorisée. Et ce n'est pas faire de la victimisation que de constater cette réalité. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet état de fait, et qui a été terrorisé par le biais de la colonisation, de l'esclavage. On ne va pas ressasser éternellement le passé, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a le néocolonialisme qui est présent, il faut aussi qu'on soit capable de regarder notre responsabilité en tant qu'Africains dans la situation que nous vivons. Et nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Et moi, je suis parti du principe, lorsque j'ai commencé à militer, j'ai commencé très tôt, comme vous le dites, j'ai commencé à 17 ans et demi, 18 ans. J'observais ce qui se faisait dans la diaspora, dans les milieux intellectuels panafricains, et j'avais l'impression qu'en réalité, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour singer l'occidental, pour singer le français. Tout le monde parlait ou scandait la fierté de l'Afrique, mais dès qu'un occidental rentrait dans la pièce, le premier qui scandait était en train comment dirais-je, de tomber telle une feuille morte, parce que quelque part, ils ont été conditionnés pour avoir une vision qui est que l'occidental est celui qui a raison, et nous autres, nous sommes leur sujet. On a voulu inverser cette valeur. Je pense sur bien des points et la tournée récente que j'ai effectuée en Occident, et que je suis là je suis revenu depuis 2 semaines, l'atteste. Le nombre record de personnes qui viennent à nos conférences, on réunit les 400, 500 à différents endroits, que ce soit dans les capitales européennes comme Paris, Bruxelles ou autres, attestent que... Vous êtes interdit d'entrer en Suisse? En Suisse, je suis interdit parce que les autorités suisses, à tort à mon sens, considèrent que, bon, en même temps, comme c'est l'endroit où beaucoup de chefs d'État africains mettent leur argent, peut-être qu'ils n'avaient pas envie que je vienne parler du fait qu'il y avait peut-être sur certains points une mauvaise gestion de nos affaires sur le continent. Et à côté de cette chose qui me paraît pas sérieuse, mais qui a été prise très au sérieux par les autorités suisses, que c'est la police fédérale qui m'a interdit, qui m'a énoncé que j'étais donc un personnage public dangereux, qui pouvait susciter des troubles à l'ordre public. Alors il y a 2 façons de voir ça. La première façon, c'est de se dire que si des gens que je considère comme faisant partie d'une oligarchie considèrent qu'on est une menace pour leurs intérêts, c'est quelque chose politiquement parlant de gratifiant. Et de l'autre côté, je trouve que pour la démarche de l'avancement de l'humanité dans son ensemble, dans sa diversité, c'est dramatique, pour ne pas dire pathétique, qu'on en soit aujourd'hui à priver des gens de parole, alors que je n'ai jamais posé de bombe, je n'ai jamais violé qui que ce soit. Un pays où Roman Polanski peut voyager comme il le veut, eh bien moi, je suis interdit de circuler, alors qu'il y avait bon nombre, plus de 200 personnes devaient venir, non, que dis-je, plus de 300 personnes devaient venir à Genève. Et lorsqu'ils ont appris que je n'ai pas pu rentrer, seule une centaine de personnes est restée et ils ont pris mon livre. Ça atteste aujourd'hui qu'il y a un éveil des consciences qui se situe dans la diaspora ou même sur le continent. Dans 2 jours, je suis en conférence à l'université de Dakar-Bourguiba ce samedi 29. Et parce qu'aujourd'hui, je pense que la jeunesse africaine, la nouvelle génération, ne veut plus être le paillasson de qui que ce soit et a compris que plutôt que d'attendre que la biscotte tombe du ciel, il est nécessaire
que nous-mêmes nous tartinions notre biscotte et que s'ils le font, on la revende. Et je pense qu'on a toutes les possibilités pour le faire. Donc à partir de 2010, je pense que l'appel du continent a été plus fort. Vous, depuis cette période, vous êtes installé, vous êtes basé au Sénégal. Donc, c'était pour montrer que ce panafricanisme dont vous parlez, c'était pas seulement des mots et que vraiment vous aviez décidé, parce que vous n'étiez pas obligé de le faire, vous n'étiez pas en exil, vous étiez même interdit de sortir du territoire. C'est la première fois qu'un Africain est interdit d'un territoire français. D'habitude, c'est le contraire qui se passe. Là, on vous a interdit de sortir. Il se trouve que, bon, clairement et simplement, j'ai commencé donc en 99 et dans cette quête panafricaine, j'ai toujours dit qu'un footballeur, un panafricain, excusez-moi, loin de l'Afrique, c'est comme un footballeur sans ballon ou comme un boxeur sans gants. Il arrive un moment où notre Graal, notre Saint Graal, c'est l'Afrique. Et on se doit d'une façon ou d'une autre d'être en rapport avec cette dernière, évidemment, sinon il n'y a pas de sens sur le terrain du panafricanisme, et de tout faire pour revaloriser son identité, revaloriser et surtout défendre le plus possible ses intérêts. Et il fallait, avant que je rentre, que je puisse effectuer un certain nombre de démarches, être dans un cadre de panafricanisme d'abord d'opposition et de dénonciation vis-à-vis de l'oligarchie, mais si je reste jusqu'à 70 ans dans la dénonciation et l'opposition, il arrivera un temps où les gens poseront légitimement la question qui est que Kémy, tu es très fort pour te faire entendre pour dénoncer, mais qu'est-ce que tu proposes? Et je ne leur ai pas laissé cette occasion-là, dans le sens où, en effet, à la base, dès 2009, je devais rentrer sur le continent, puisque j'avais été invité auparavant par l'ancien Premier ministre, le défunt Premier ministre de la République centrafricaine, Abel Goumba, qui voyait en moi un grand espoir sur le terrain du panafricanisme, qui, lorsque j'avais été incarcéré par Sarkozy pour motif politique, m'avait soutenu. Et il voulait que je rentre sur le continent. Et j'ai été arrêté peu de temps avant mon départ, justement déjà en 2009, par la section antiterroriste, alors que je n'ai jamais posé de bombe, il faut le savoir, française, qui estimait que je rentrais en Afrique pour chercher des financements, pour revenir faire une révolution urbaine en Occident, ce qui dénote d'une totale incompréhension du paradigme panafricain qui est le mien vis-à-vis de ces autorités. Ces autorités françaises n'ont tellement pas été habituées à voir des Africains penser par eux-mêmes, pour eux-mêmes, que lorsqu'on pense librement, on devient un esclave rebelle. Et donc j'ai été interdit de sortie du territoire pendant 2 ans. C'était une des périodes les plus difficiles, objectivement parlant, de ma vie, bien plus que mon incarcération sous le régime de Sarkozy, parce que j'ai été privé de mes relations avec mes proches, j'ai été privé de discours publics, alors que c'est par ce biais-là que je me fais entendre et que je me fais comprendre. Et ça m'a permis l'introspection et de sortir encore plus fort. Je suis quelqu'un qui se me remet souvent en question. Et là où certains veulent me noyer, ils m'apprennent l'apnée. Moi, c'est ma démarche. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses sont passées. Donc ça fait 2 ans que je suis ici, dans le cadre de la Société africaine Mosaïque et des conférences que je fais dans la plupart des universités de la région. On va un peu rentrer plus en détail dans le livre avec nos camarades, en commençant par Alpha. Merci Alioune. Bonjour Sémi, Seba, Kémy. Sémi, Kémy, Seba. Kémy, Seba. Alors vraiment, moi je suis très enchanté, je dirais même honoré d'être sur ce même plateau avec toi. Je me permets de te Il n'y a pas de problème. Parce que la lecture de ce livre a été pour moi un véritable plaisir. J'ai adoré la façon dont tu as réussi à nous conter ton histoire. Un livre qui est très bien écrit. Hein. Ah oui, c'est vous qui l'avez écrit. Hein. Ça ne peut être que moi. Excusez-moi, je vous tutoie, mais si tu connais mon discours, tu sauras que ça ne peut être que moi qui. Parce que je ne pense pas qu'un nègre va utiliser un nègre pour. On ne peut pas avoir plus nègre que moi. Et puis il y a certains aveux, il y a une certaine intimité dans ce livre. Qui atteste que l'auteur. Il aurait pu dicter au nègre pour. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas plus nègre que moi. Et je me suis même finalement retrouvé un peu dans certains passages. Et je disais donc que j'ai beaucoup apprécié la façon dont tu as réussi à conter ta vie et à nous conter aussi ton idéologie. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Ces 3 principes d'autodétermination, d'anti-victimisation et de virilité politique, c'est vraiment les sous-bassements de cette idéologie que tu prônes. Maintenant, j'aimerais plutôt venir sur un aspect plutôt philosophique. J'ai vu que tu étais, comme moi, adepte de Nietzsche. Et tu sais que Nietzsche a une vision, comme Héraclite, cyclique de l'évolution de l'humanité.
Et contrairement à Hegel, qui a cette vision linéaire avec la notion de fin du monde, de fin de l'histoire, etc. Alors, si on prend sous cet angle-là, et je pense que tu es Nietzsche. Je suis pas un Africain qui s'intéresse à Nietzsche. Mais je ne veux pas lui donner trop d'honneur en disant que je suis Nietzsche, mais ce qui est clair, c'est que c'est un géant de la philosophie. Alors, si on prend sa vision, est-ce que tu ne penses pas que tout simplement, l'Afrique, nous autres, nous sommes arrivés sur cette terre, peut-être à la mauvaise période, et qu'on est dans un cycle. Ce cycle a commencé peut-être par nous, où il y a eu cette belle époque, où tu disais dans le livre, justement, où j'ai appris que le Sahara n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Tout vient du Sahara, en fait, même la société égyptienne, d'après la théorie qui est dans le livre. Donc on a eu notre belle époque, qu'à la suite de cela, l'Europe a eu sa belle époque. Aujourd'hui, l'Amérique a eu aussi sa belle époque avec les États-Unis, et on est en train d'aller vers la Chine, vers l'Asie. Est-ce que donc, moi qui suis Nietzsche, je vois ça comme un mouvement cyclique. Est-ce qu'on n'est pas dans la mauvaise période du cycle? Et cela induirait le fait que, finalement, tout ce combat-là, c'est un peu utopique. C'est une question. C'est ma première question. D'accord. C'est la première, ok. Alors, clairement et simplement, déjà, je te remercie infiniment de me permettre de tutoyer en retour pour cette question. Moi, je suis quelqu'un, tu me parlais si j'étais Nietzschéen, je me sens en tout cas très proche de quelqu'un comme Muammar al-Kadhafi, d'accord, qui, dans son livre Vert, disait que l'Afrique sera appelée, dans ce cycle de l'histoire, tôt ou tard, à retrouver les phares de l'histoire. Je pars du principe que, tu m'as parlé de la Chine tout à l'heure, aujourd'hui c'est vrai que c'est la puissance qui domine, qu'on le veuille ou pas, qui limite quasiment, écrase les autres nations, objectivement. La Chine a dominé à une certaine époque de son histoire aussi, elle a rayonné, elle est revenue, parce qu'elle a su préserver ses valeurs, parce qu'elle a su faire un travail de fond pour dépoussiérer, j'ai envie de dire, les éléments extérieurs qui ont aliéné son paradigme d'antan. Et en étant dans cette démarche constante d'introspection et de rigueur excessive, à tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des Chinois, quand quelqu'un travaille comme un forcené, on dit « tu taffes comme un Chinois », dans la langue argotique un peu dans les banlieues françaises, c'est à force de travail qu'ils ont réussi à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pars du principe, pour répondre à ta question, que sur ce point-là, je ne suis pas nietzschéen au sens que je crois que la vie est un cercle en effet, et que ce qui a commencé par le point A reviendra d'une façon ou d'une autre au point A. Nous étions le berceau de l'humanité. Nous sommes en train, et certains voudraient, non africains ou africains, se comportent pour que nous devenions le tombeau de l'humanité. Moi, je crois que ce terrain qu'est l'Afrique regorge de vie, regorge d'énergie. Partout où je vais, j'ai l'impression que je suis sur un paradis. Pour certains ont l'impression d'être en enfer lorsqu'ils sont en Afrique. Mais pour avoir voyagé partout en Amérique, en Occident, à différents endroits, je sais que ce terrain regorge de richesses exceptionnelles. Et les oligarques le savent aussi. Et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. C'est pour ça, tout à l'heure, on entendait parler de la venue de son Excellence Barack Obama. S'il vient, il ne vient pas pour les beaux yeux que son Excellence Macky Sall me pardonne, mais il ne vient pas pour les beaux yeux, qui sont certainement très beaux, mais pour les beaux yeux de Macky Sall. Il vient pour instaurer un système économico-politique qui s'appelle l'Africom, et qui, dans cette démarche oligarchique, pourra permettre de reprendre un certain nombre de richesses pour les Américains en échange de contrats pour, justement, les chefs d'État africains. C'est une réalité. Donc, dans ce sens-là, tout le monde sait en réalité que l'Afrique est l'avenir du monde. C'est pour ça que tout le monde vient se servir ici. Mais nous, on nous fait croire qu'on est dans un cimetière et on nous dit partez, allez être les immigrés, les éternels sans-papiers, allez être le punching ball de la mondialisation un peu partout où vous serez installés. Ça ne sert à rien, il n'y a rien ici. Mais eux tous viennent. Et il y a un moment où je pense que l'Africain doit se poser la question de savoir comment se fait-il que des pays soi-disant sous-développés attirent, j'ai envie de dire, les venus de toutes les superpuissances mondiales qui, si elles ne viennent pas en grande pompe, comme c'est le cas de M. Barack Obama, le président noir de la Maison-Blanche, sont quand même dans une démarche structurelle d'installer un certain nombre d'ONG ou d'infrastructures qui permettent de ravitailler un certain nombre de richesses pour eux. C'est une question de fond qu'on doit se poser. Justement, c'est exactement ça. Ça me permet de faire la transition. Tu as pris l'exemple de la Chine. Et comme tu le dis très bien, ils ont su conserver une certaine
la quintessence de leur culture, Exactement. pour pouvoir rebondir avec l'avantage démographique qu'ils ont et qui est quand même assez impressionnant. Mais nous, en échange, qu'est-ce qu'on constate? Et tu fais très bien le constat. Tu vois bien qu'aujourd'hui, on est dans une société qui tombe totalement en déliquescence. On est, pour reprendre un peu la philosophie Nietzsche, on est dans du nihilisme passif. Totalement, c'est vrai. On est dans un nihilisme totalement passif. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Alors, si je veux continuer ta philosophie jusqu'au bout, il faut qu'on aille jusqu'à un nihilisme actif qui va mener à une forme d'anarchie pour un recommencement total. Quand tu parles de cela, ce qui est valable dans ta bouche, qu'on sera considéré comme dangereux dans la mienne, par peut-être d'autres personnes qui vont regarder l'émission que sur Internet ou ailleurs lorsqu'elle sera diffusée. Pourquoi? Parce que quand tu parles de ce nihilisme actif, je ne veux pas larguer les personnes qui ne sont pas intéressées par Nietzsche, il y en a qui regardent l'émission, il faut qu'on essaie d'être le plus accessible possible, mais l'anarchie, mais en réalité une anarchie paradoxalement de construction, une anarchie, c'est-à-dire être en dehors d'un système, d'un précaré qui a été dessiné par des gens qui ne sont là en réalité pour que la population africaine soit décimée in fine. Être en dehors de ce précaré, c'est la solution absolue qui est la nôtre. Lorsqu'on construit un village panafricain comme Dalal Diam, une pépinière d'enracinement, où il y a des Caraïbéens, où il y a des Sénégalais, des Sénégalaises, des Maliens et autres qui sont installés là-bas, pourquoi nous nous installons à cet endroit alors qu'on pourrait faire comme tout le monde? On rentre, on va à Dakar, certains vont aller dans Sali, qui est une ville, la capitale des Occidentaux sur certains points ici. Pourquoi se comportons de cette façon? Parce qu'on part du principe qu'on ne peut plus rien attendre. Moi, à titre personnel, je le dis, Macky Sall est un président qui essaye de faire son travail. Mais c'est le président, c'est un administrateur. Comme son nom l'indique, il est à la tête d'une entreprise. L'entreprise, c'est le Sénégal. La société sénégalaise est en déliquescence, mais les richesses naturelles sont en effervescence. Et c'est justement sur ce complexe-là que nous devons travailler, que la société civile, qui est en réalité le véritable messie ou bourreau, excusez-moi, de sa propre destinée, c'est la société civile qui décidera de ce qu'elle veut être demain. Et c'est pour ça que je crois, plus que jamais, que lorsque tu parles de cette anarchie, une anarchie en réalité constructive, une anarchie parce que qui est anarchiste? Celui qui est en dehors du précaré. En réalité, c'est cela. On a tendance à donner une étiquette, structurellement parlant, erronée de la notion d'anarchie. Moi, les autorités françaises, Sarkozy me disait que j'étais un anarchiste congénital, extrémiste noir et tout ce qui s'ensuit. Bon, venant de monsieur Napoléon de Nagui Boksa, c'est quelque chose que je prends comme un compliment. Mais je pars du principe que ce qu'on appelle anarchie, ce qu'ils appellent anarchie est en réalité l'essence même de la vie. Et lorsque Nietzsche parlait justement de ce nihilisme-là, c'est le sens naturel de la vie. La force se doit non pas d'être régulée de manière excessive, mais d'être orientée vers la bonne direction. De toute façon, ce qui doit arriver à destination arrivera à destination. Le futur de l'Afrique, c'est nous. Moi, j'y crois profondément. Hommes, en s'appuyant sur les femmes qui sont le pilier de notre civilisation. Je dis, si tu es dans une quête, si tu crées ton village et que tu es dans ce village, tu es peut-être dans une quête individuelle. Non. Tu es dans une quête, je dirais peut-être d'épanouissement individuel. Mais si tu ne vas pas prendre le pouvoir et considérer cette anarchie qui est à côté, rentrer dans le précaré et prendre le pouvoir, est-ce que tu n'es pas dans une démarche utopique? Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as si bien signalé, le problème, c'est le problème des élites. Et depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, on a des élites qui nous maintiennent dans ce précaré-là. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère. Et je vais te dire pourquoi. Déjà, c'est important la question que tu poses. Le village panafricain en question. Si on devait être dans une histoire, je te le dis comme je le pense, de paradis, d'être dans le bien-être, je ne serais pas, parce que vous savez que c'est une rupture extraordinaire pour celui qui a vécu dans l'opulence, parce que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, c'est l'opulence. On peut critiquer tout ce qu'on veut en Occident, mais c'est l'opulence là-bas. Il y a du goudron partout, par exemple. On a la possibilité d'aller à différents endroits. Il y a des activités qui sont beaucoup plus complexes de trouver ici. D'accord? Je suis ici par choix. Le village panafricain dont nous parlons est un village communautaire. Un village non pas construit, d'ailleurs il est construit, c'est plus un projet, il est viable, il est construit, on a simplement besoin d'avoir plus de force, comme justement l'aîné qui était à mes côtés tout à l'heure l'énonçait. Maintenant on part du principe de fond, sur lequel je pense il est nécessaire que nous tous nous réfléchissions, qui est que pendant trop longtemps on s'est dit que le problème venait des élites. Et donc notre simple démarche, notre seul combat était de bouger l'élite en place, en espérant que l'autre fasse mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis les indépendances, on a quand même l'illustration parfaite
qu'on le veuille ou pas. Ils avaient tous les plus grandes intentions. Tous voulaient faire des pays africains des pays exceptionnels. On se retrouve dans ces situations aujourd'hui où nous sommes toujours les co-contractants de l'oligarchie. Et c'est juste si tu parles. Pour le Sénégal, c'est pas vrai. Pour le Sénégal, nous, on a eu 3 présidents, et tu l'as dit très bien dans ton livre, avec Senghor notamment, qui n'ont jamais remis en question la dépendance vis-à-vis de la France. Tu as dit quelque chose d'important. Mais Senghor, il faut prendre le pré-Senghor, le Senghor avant son mandat présidentiel et le Senghor président. Tu verras qu'il y a une différence de fond entre les deux. Le Senghor d'avant, dans ses rencontres avec Aimé Césaire, dans ses rencontres avec celui qui est l'homme que je préfère en réalité, mais qui est le moins connu des 3 de la négritude, qui est Léon Gontran Damas, qui était un génie verbal dont je me suis beaucoup inspiré et que j'ai énormément étudié lorsque j'étais dans la rue, à une certaine époque. Eux tous avaient une vision de base qui était d'être en rupture avec l'ordre établi. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans une entreprise qui n'est pas la leur, où ils sont simplement, quand on dit ministre en latin, tout à l'heure vous parliez du ministre par rapport au président, ministre en latin, j'adore l'étymologie, ministère c'est serviteur. Ce sont des serviteurs d'une suprapuissance qui est au-dessus de nous, dans laquelle le Sénégal n'est rien d'autre qu'une entreprise. Et moi je pars du principe qu'un pays fonctionne avec 2 facettes. Le sommet, et comme le disait tout à l'heure le frère, la base. Tant que la base attendra que tout vienne du sommet, rien ne se passera. Tant que la base pensera qu'il suffit simplement de changer le petit bout pointu, le sommet émergé de l'iceberg, rien ne se fera. Mais si la société civile comprend qu'en réalité de sa réalité, de sa compréhension de la société, dépend le futur, non pas simplement de notre contrée, mais le futur même de l'humanité, les choses changeront. Et ça, ce n'est pas, juste que je termine, ce n'est pas l'utopie dans le sens où, pour revenir à cette notion de village, le but n'est pas de faire, je te le dis comme je le pense, n'est pas de faire un seul village, un éco-village à Daladiam, à côté de Tiafoura au Sénégal. Le but est d'avoir le plus possible d'éco-villages panafricains. On parlait d'altermondialisme. Moi, je me situe même dans une dimension anti-mondialiste parce que j'ai l'autre facette, malheureusement, de cet altermondialisme humaniste qu'on vous présente ici. Moi, je vois la négrophobie qui existe à bien des endroits chez ces prétendus antifascistes et ces prétendus amis de l'humanité. Ce sont des gens qui sont tout aussi paternalistes, ils ont simplement changé d'étiquette. Et moi, ma démarche de fond, et notre démarche, elle est qu'il faut qu'on soit capable de proposer, on critique l'Union africaine aujourd'hui, l'Union africaine, ces gens-là sont des entrepreneurs, c'est comme ça que je les considère, qui essaient de faire à leur façon ce qu'ils estiment être le meilleur pour l'avenir du continent. Et de l'autre côté, il doit y avoir l'Union africaine des peuples, où la société civile commence à travailler sa terre elle-même, où la société civile n'attend plus que les autres. Merci beaucoup. Voilà. Tu dis la société civile. Tu supposes derrière qu'il y a une notion de citoyenneté qui est déjà là, une notion de prise de conscience que les gens ont. Or, mais tu le sais très bien, depuis quelques années tu vis au Sénégal, mais tu sais qu'on est dans une situation où on a un peuple grégaire. On a un peuple, tous ceux qui développent ces idées innovatrices telles que les éco-villages et tout, mais c'est une crème de l'élite. Aujourd'hui, comment veux-tu, et on a eu ce débat-là il y a quelques émissions, comment veux-tu que quelqu'un qui n'a aucune notion de citoyenneté, quelqu'un qui est dans une logique de survie par tous les moyens, qui a perdu toutes ses valeurs, tous ses repères, et ça, ce n'est pas seulement une situation individuelle, c'est une situation collective que l'on vit au Sénégal. Mais comment il peut y avoir une prise de conscience collective d'un peuple malade? Il peut y avoir une prise de conscience collective. Il faut bien que ce soit mené par une élite. Si je puis me permettre, toi, tu fais partie de cette élite. Si je puis me permettre de terminer, tu vas comprendre une chose très rapidement, qui est que... Tu es d'accord que tu es une élite? Cela dépend pour qui. Si on regarde bien que ton parcours, ton niveau de connaissance... On verra à la fin, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et qu'on décernera les diplômes. J'aime pas trop les titres qu'on nous donne aujourd'hui. Je suis un homme de la rue qui se fait de plus en plus entendre par d'autres personnes dans cette rue. Mais je pars du principe, tu poses un vrai problème, mais sur lequel peut-être la conclusion n'est pas la mienne. Qui est que je fréquente énormément de Sénégalais, mais aussi d'Ivoiriens, mais aussi d'Antillais, de Caraïbéens lorsque je suis dans la diaspora. Et pour revenir sur le centre qui est ici, le centre de gravité de notre réalité, le panafricanisme d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du panafricanisme du XXIe siècle, ce doit être un panafricanisme, comme je le disais tout à l'heure, non plus d'opposition mais de proposition. Tu parles du fait que certaines personnes ne se sentent pas citoyennes. Ne sont même pas citoyennes. Après, ils n'ont pas conscience qu'ils le sont. Il y a une différence en ne pas être conscient. Non, juste que je termine, si tu permets que je termine. Il y a une différence entre être conscient de quelque chose et ne pas l'être tout court. Il y a un schéma de société qui leur est proposé, mais beaucoup n'ont pas accès à la connaissance de cette réalité. Mais je pars du principe qui est qu'il faut que les gens qui diffusent cette notion de citoyenneté prennent aussi leurs responsabilités.
Quand je vais dans les universités, quand je fais le tour des universités pour faire mes conférences sur ce panafricanisme de construction, je suis confronté à des frères, à des jeunes frères qui, avant de m'entendre parler, ils sont soulagés lorsqu'ils m'entendent parler après, mais avant de m'entendre parler, se disent oui, mais ça fait des années qu'ils entendent parler de panafricanisme, mais quelles sont les opportunités? Et ils ont raison. Le problème est que ce qu'on appelle les prétendues élites n'ont jamais été dans une démarche de proposer de manière concrète, pragmatique, structurelle, des réponses qui permettent justement à ces populations délaissées de préférer l'enfer justement du prétendu paradis de l'Occident. Ils préfèrent être dans l'exode. En parlant d'élite, je pense que vous avez été, il a été conseiller du ministre Lamine Faye qu'on a eu à recevoir ici, qui a fait un échange très intéressant avec notre ami Tunkara. Donc, vous avez eu à côtoyer l'élite. J'ai vu, et je suis parti. Je te le dis comme je le pense, parce que quand je vois en tout cas cette facette de l'élite, il ne représente pas toute l'élite. Je ne pense pas que quelqu'un comme Macky Sall puisse être comparé à ce personnage-là. Mais ce qui est certain, c'est que ça a confirmé ma vision. Je parle souvent de ça avec l'un de mes meilleurs amis ici, si c'est mon meilleur ami, qui est Didier Awadi, ou avec Thiat, qui est un autre ami. Et quand on voit les amitiés, on peut comprendre quel est le contenu de ma réflexion. Il est évident qu'il y a une réalité qui est la leur, qui n'est pas en adéquation avec la réalité du terrain. Et nous, lorsque nous proposons, pour te parler concrètement, pourquoi nous sommes plus entendus, et d'ailleurs, certains ont voulu nous récupérer, tu parlais de M. Lafaye, il se trouve qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans cette réalité. Il n'est pas là, donc il ne faut pas lui jeter la pierre. Ah, je ne jette aucune pierre, je l'appelle. Amour de Lamine Faye. Ah, excuse-moi, je prononce ma prononce à la française. Mais ce que je veux dire, moi non, je n'oserais pas. Ce que je veux dire clairement, c'est que ces élites-là n'ont pas été capables de proposer des solutions concrètes à la jeunesse. Là où nous, Société Africaine Mosaïque, nous proposons que ce soit des stages ou des emplois en fonction. Tout à l'heure, vous parliez de financement par rapport à la société, par rapport aux éco-villages. Ma responsabilité dans ce village, dans cette société, c'est d'appeler les actionnaires de différents endroits, la diaspora, des amis footballeurs, des gens comme l'un de mes meilleurs amis qui est le frère Jacques Fati, d'accord, qui nous a permis de créer un circuit justement dans le milieu du football pour que les gens s'investissent plutôt que de dépenser leur argent dans les boîtes de nuit occidentales, dans une démarche de regarder la réalité continentale. C'est du concret. Quand nous proposons des alternatives à la jeunesse, cette jeunesse se rend compte que panafricanisme ne rime pas avec grands proverbes, mais avec on va passer la parole aux autres chroniqueurs, Aïcha. Je te remercie profondément pour les questions. Moi, je vais rebondir sur cela justement, parce que dans le livre, on peut remarquer que vous vous démarquez totalement du panafricanisme tel qu'on le connaissait avant, ce que j'appellerais un panafricanisme fantoche. Et c'est la vérité. Oui, j'appellerais ça un panafricanisme fantoche. Et ça me pousse à vous demander, vous avez commencé à militer justement en étant en Europe. Une fois que vous vous êtes installé ici au Sénégal, en Afrique, comment vous vivez justement ce panafricanisme-là ici? Je pense que c'est la question centrale même de mon combat et je vous remercie profondément, je ne sais pas si je dois vous tutoyer ou vous voyez, de cette question. Il se trouve que clairement le départ, la genèse de mon combat s'est installé en Europe parce que c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, je suis né dans cette diaspora. Et si je devais parler d'un pays, en réalité, mon pays d'origine, au-delà du Bénin, c'est la diaspora parce que j'ai grandi avec des Haïtiens, j'ai grandi avec des Maliens, des Sénégalais, avec des Béninois, des Burkinabés. Et ça m'a permis d'avoir dès le départ une vision globale, une vision continentale des choses qu'avaient nos aînés, Kwame Nkrumah, Thomas Isidore Sankara, Cheikh Anta Diop et bien d'autres. En arrivant ici, j'étais persuadé que j'allais venir dans une société où j'allais devoir insister sur ce schéma du panafricanisme de base pour justement présenter mon panafricanisme nouveau. Je me suis rendu compte que le panafricanisme était inséré ici à outrance, mais je vais aller même plus loin, était parfois utilisé à mauvais escient, dans le sens où, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, un certain nombre d'infrastructures qui sont financées par des gens qui ne sont pas nos amis prennent le nom panafricain, alors qu'en Occident, dans la diaspora, lorsqu'on parle du panafricanisme, c'est une notion méritoire, c'est une notion qui permet justement d'être dans le dépassement, d'être dans la défense réelle du continent africain. Et en étant confronté à cette vision archaïque du panafricanisme, qui n'est même pas celle de nos aînés, parce que nos aînés avaient une vision qu'ils n'ont pas pu forcément prolonger, d'accord, pour différentes raisons qu'on pourrait expliquer si on avait plus de temps. Il se trouve que, en étant dans ce schéma de société, j'ai compris que, à partir du moment où on est capable d'illustrer, de matérialiser, d'expliquer dans le fond
des choses. Parce que moi, mon public principal, c'est la jeunesse, soit de la rue ou la jeunesse universitaire. D'expliquer, et je passe sur le terrain de la rue, je passe par le hip-hop, qui est aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, un vecteur extraordinaire de communication, pour parler avec ceux qui ne sont pas dans la sphère universitaire. Ceux qui sont dans la sphère universitaire, le langage va être tout autre, mais sera toujours avec le même fond. Pointer du doigt les véritables problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que quand on parle du panafricanisme d'antan, le vrai problème, la vraie différence de base, elle est de la logique matricielle. Le panafricanisme d'antan, son problème principal était le colonialisme. Oui. Notre panafricanisme d'aujourd'hui, notre problème n'est plus ce qu'on pourrait appeler le colonialisme, c'est le mondialisme, qui est en réalité la branche ultime de ce colonialisme. Ouais. Et si on n'est pas capable d'expliquer qui sont les maîtres de l'implantation, on aura beau vouloir s'échapper, on va toujours rentrer dans la chambre de celui qui au final nous a au départ enfermés. Et mon travail est un travail de vulgarisation et de construction. Construction, offre, création d'emplois, proposition de marché pour que les nôtres puissent se retrouver dans une société où ils peuvent être actifs, et de l'autre côté, être dans une logique aussi de dire des choses qui ne sont pas forcément bonnes à entendre. Parce que quand on parle de l'oligarchie, on parle souvent, ici on n'en parle pas, c'est quelque chose aussi qui est tabou. On va parler de la maçonnerie, on va parler des réseaux Bilderberg, on va parler d'un certain nombre de structures qui se présentent en ONG ici, qui, qu'on le veuille ou pas, ont une très forte influence dans la réalité quotidienne de nos vies. C'est tabou pour les panafricains, pour bon nombre de panafricains que je rencontre. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans cette démarche justement de rupture. Non pas pour rejeter ce qui a été fait auparavant, mais pour cette fois-ci cibler du doigt les vrais problèmes, pour être capable cette fois-ci de ne pas retomber dans les mêmes escarcelles. On l'a vu avec celui, juste je termine si vous le permettez par cette phrase-là, qui est Laurent Gbagbo, qui est pour moi le président véritablement, je le dis comme je le pense, élu en Côte d'Ivoire, quelles que soient les critiques qui puissent lui être apposées ici. Quand je vois qu'il est à l'heure actuelle à La Haye et que... Comment ça, le président élu? Et le président Ouattara? Le président Alassane Dramane Ouattara, je le dis comme je le pense, a été favorisé à bien des égards. Moi, j'ai l'occasion de voyager notamment en Côte d'Ivoire. J'ai l'occasion de connaître bon nombre de militants ivoiriens, des deux camps. Tout le monde sait aujourd'hui, ça serait très difficile d'expliquer de manière complexe la réalité des soubassements de cette élection. Mais ce qui est certain, c'est que Alassane Dramane Ouattara, qui est un haut fonctionnaire, qui est un grand représentant depuis un certain temps de l'oligarchie, déjà à l'époque de M. Houphouët-Boigny, où il était ministre, Premier ministre, puis par la suite, lorsqu'il a été, j'ai envie de dire, un supragérant des infrastructures continentales africaines, cet individu était l'homme, le chosen one, j'ai envie de dire, de l'oligarchie, bien longtemps avant son élection et avant son érection politique, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais Laurent Gbagbo, lui-même, qui, à bien des égards, qu'on le veuille ou pas, était panafricain, malgré qu'il ait pu effectuer des excès. Je sais qu'ici, Laurent Gbagbo est très mal vu. C'est quelque chose que j'ai pu constater dans les universités, mais ça ne va pas empêcher de dire quand même les choses telles que je pense. Un individu tel que lui, son erreur principale a été de prendre pour amis des gens qui étaient en réalité intrinsèquement parlant ses ennemis. En se retrouvant dans une vision socialiste des choses, en pensant que s'il allait avoir des ennuis avec, j'ai envie de dire, l'oligarchie ou les atlantistes en tant que tels sur un terrain structurel, il allait pouvoir compter sur ses amis socialistes français. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'oligarchie a décidé de changer de pion, parce qu'en réalité c'est ça le véritable nom? Il s'est retrouvé avec des gens qui étaient soi-disant ses meilleurs amis et qui l'ont jeté en pâture. Et aujourd'hui, cet aîné se retrouve à La Haye. Je tenais à dénoncer ça ce soir. C'est une réalité, tout comme Muammar al-Kadhafi, qui sont les deux derniers, pour moi, panafricains, qu'on peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de saint sur cette terre. Mon livre en est l'illustration. Il n'y a pas de saint. Mais on essaie tous d'aller de l'avant. Et il se trouve que quelqu'un comme Muammar al-Kadhafi, là aussi, n'a pas mesuré quel était le niveau de la bête qu'il avait en face de lui, à tel point qu'il a été dans une démarche de financer des gens qui l'ont exécuté par la suite. Et c'est pour ça que quand on parle de supranégritude, quand on dit autodétermination, on ne veut pas être extra-déterminé ou déterminé par autrui. On veut être déterminé par nous-mêmes et compter sur nous-mêmes. Vraiment le plaisir et la liberté de te dire que moi je suis complètement en phase avec tes idées. Et je reste aussi sur le registre du tutoiement. Pareil, parce qu'on le sent et on essaie de sortir ce qu'on ressent. C'est ça qu'on sent. Complètement en phase. Pourquoi complètement en phase? Parce que nous sommes africains, nous sommes jeunes africains et une démarche comme celle-ci réveille en nous un déclic, quoi. D'accord? Pour certains. Parce que personnellement, pour moi, je veux dire, ce déclic-là, il a été opéré depuis très longtemps. Ça je vous l'affirme. Alors, c'est quoi l'Afrique? L'Afrique, j'ai eu à le dire ici sur ce plateau, dans un certain contexte, c'est ce continent-là qui a été, de toute l'histoire du monde, le plus marginalisé, qui a été le plus piétiné. Vous utilisez le paillasson. D'accord? Vous dites qu'il faut qu'on arrête d'être des paillassons. Donc vous allez un petit peu plus loin, mais
mais de toutes les manières, les symboles et les images sont là et ils sont très très forts. Vraiment le continent qui a été le plus agressé, d'accord, depuis l'aube du temps jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas revenir sur la colonisation, ni sur l'esclavage avant, etc. Et pourtant cette Afrique-là aujourd'hui tient debout encore. L'Afrique tient debout. Et ça, il faut qu'on ait le courage de le dire, de le reconnaître par nous-mêmes, de le dire et de le valoriser. L'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, je ne vois pas d'autres peuples qui a été aussi agressé qu'elle. Les Indiens ont disparu pour voilà. ça. Mais bien entendu. Aujourd'hui, l'Afrique tient encore, grâce peut-être à des personnes comme vous, même si je sais que par modestie... Tu vous vois. Bon, l'un dans l'autre, ça ira. Alors, et également comme d'autres qui le ressentent et qui peuvent également aller dans le sens de ce combat-là. Aujourd'hui encore, je le dis, et nous le savons tous, cette domination-là sur le continent persiste, quoi. Elle persiste, tant au plan médiatique, tant au plan économique, culturel même, etc. Nous continuons d'être agressés et d'être victimes. Donc quand tu dis autodétermination, anti-victimisation, c'est vraiment les clés pour moi de la solution. D'autant plus qu'on le sait, je l'ai également évoqué à certaines occasions, avant que ces gens-là ne soient venus nous agresser, nous investir, etc. Mais nous avions des modèles de développement figés. C'est vrai. C'est pas pour rien, je l'ai dit tantôt, berceau de l'humanité, d'accord, mais c'est pas des choses qu'on chante comme ça, c'est une réalité absolue, d'accord, de façon assez contemporaine. Tu as parlé tantôt dans ton discours, tu as évoqué Cheikh Amadou Bamba, etc., tous ces érudits qu'on connaît, qui nous valent aujourd'hui des valeurs de développement et dans tous les sens, en tout cas tout ce que tu veux. Mais bien avant eux, d'accord, moi, Thierno Souleymane Baal, d'accord, dans le Fouta, et qui avait un modèle de développement, je veux dire, aujourd'hui qui n'a rien à voir avec les systèmes démocratiques qu'on essaie de nous imposer et de nous... Parce que finalement, c'est quoi la démocratie? C'est quoi? Je pense qu'on peut tous avoir la liberté de concevoir la démocratie, d'accord, dans notre façon de faire, notre vision des choses et la marche de nos sociétés. Donc, c'est des choses qui nous ont été inculquées, mais d'abord qui existaient. Il y avait un prérequis, je veux dire, chez nous, socialement, etc., qui était là, mais qu'on a perdu après. Et ça, c'est dommage. Et nous sommes aujourd'hui fondés, d'ailleurs obligés, parce que comme je dis tantôt aussi, la nature est en horreur du vide. Si on ne se remet pas en question, si on ne se lève pas, si on n'essaie pas d'impulser, d'aller vers l'avant, nous allons simplement disparaître. Ça, c'est clair et c'est net, quoi. Alors, Nietzsche, vous en avez parlé tantôt, je ne suis pas Nietzschien moi, donc je ne vais pas dans la démarche philosophique, mais la démarche peut-être un petit peu plus pratique ou même peut-être chimique des choses, à une petite mesure, quoi. Pour moi, l'anarchie, c'est quoi? C'est action-réaction, quoi. Action-réaction, d'accord? Et là, je poursuis, lorsque vous évoquez un petit peu toutes ces guerres-là, que ces gens de leur ombre, en tenant des ficelles, provoquent sur le continent et ailleurs, pour après venir nous dire, ok, on vient reconstruire. Exactement. Ça se passe aujourd'hui au Mali, nous sommes capables de le comprendre. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, nous sommes capables de le comprendre. De façon un petit peu plus complexe d'ailleurs. Plus complexe. Bien sûr. Je suis d'avis, moi, que ça s'est passé au Sénégal, récemment, durant en tout cas la dernière mandature de Wade. C'est en adéquation avec le fait qu'on a trouvé des fonds de pétrole il n'y a pas si longtemps au Sénégal aussi. Je le crois foncièrement. Je le crois foncièrement. Peut-être que l'avenir nous édifiera sur énormément de choses. C'est un avis personnel. Après, j'ai retrouvé dans vos écrits aussi un soutien que vous dites apporter à... Tu dis... Ça c'est la courtoisie quand on le tient. Je comprends. Que tu dis apporter à Bachar el-Assad. Alors, en Syrie. C'est beaucoup plus complexe que ça. Attention. Bachar el-Assad n'est ni mon père, ni mon ami. La vie sur le combat politique est une question de relations, d'intérêt et de rapport de force. Il se trouve que je constate simplement structurellement que Bachar el-Assad dérange, qu'on le veuille ou pas, l'oligarchie. J'ai de l'autre côté, parce que la chance qu'il y a lorsqu'on s'engage dans cette voie révolutionnaire panafricaine... Est-ce que vous pensez qu'il dérange vraiment l'oligarchie? Si vous permettez, c'est certain que si vous ne me laissez pas terminer, vous ne pourrez pas avoir la réponse à cette question. Donc, il est évident que dans ce rapport de force, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai la chance, dans cette voie dans laquelle je me suis engagé, de pouvoir parler avec des gens de toutes les contrées. Avec des Syriens, avec des Iraniens, avec des Maliens, avec des Vénézuéliens. J'ai cette chance de parler avec tout le monde, depuis que j'ai pu me faire entendre par rapport au combat que nous menons. Et donc je rencontre des gens dont je suis parfois même extrêmement proche, qui sont viscéralement opposés à Bachar el-Assad. Et ceux-là, dans leur récit, dans leur réflexion, me poussent à être dans la nuance par rapport au fait de dire que je suis
pro-Bachar al-Assad. Je ne suis pas pro-Bachar al-Assad. Je dis simplement que cet individu qui est quelqu'un qui, comme malheureusement beaucoup d'autres, il tue beaucoup de gens. Barack Obama en fait tuer aussi beaucoup dans les prisons à l'heure actuelle avec la peine de mort. On ne dit pas ça non plus dans la prétendue première démocratie de la planète. Donc il faut toujours relativiser les choses. Maintenant, il est évident qu'un homme qui pousse à l'hystérie les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., doit pousser tout de même à la réflexion sur la nature géopolitique. Mais est-ce que dans le fond, est-ce qu'ils sont contre? Oui. Ils y vont presque à reculons. Attention, attention, pour avoir bien suivi, je vais vous dire une chose. C'est sur la forme. C'est sur la forme. Sur la Syrie, je veux dire, Bachar el-Assad, c'est là où vous, mais je pense qu'il faut bien entendre, comme je le dis, je répète la nuance que j'énonce, mais je pense que c'est là où vous vous trompez sur les sous-bassements géopolitiques de cette réalité. Je le dis et je le répète, Bachar el-Assad n'est pas mon ami ni mon père. Mais, je le dis et je le répète aussi, que là où vous avez l'impression qu'ils y vont à reculons, ils n'y vont pas à reculons. C'est parce qu'ils se sont pris à bien des endroits une raclée, les forces alliées, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, sur le territoire syrien. Ils ont tout fait, ils ont financé la rébellion, ils ont financé tout ce qu'ils veulent. Ils voient que ça ne marche pas parce qu'il y a en réalité le soutien indéfectible pour différentes raisons qui seraient trop longues de la Russie et aussi de la Chine en réalité. Mais puis il y a des enjeux économiques. Et il y a des enjeux économiques et pétroliers qui sont évidents. Non, mais donc, parce qu'il faut qu'on ait au bout du raisonnement. Le bout du raisonnement, il est le suivant, c'est que qu'on le veuille ou pas, je pense qu'il faut qu'on essaie d'avoir une lecture médiane, qui n'est pas une lecture passionnée ou autre. Moi, quand je parle de Bachar, je ne parle pas de mon cousin. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je ne parle pas d'un humaniste non plus, parce que je le dis, je suis le premier à le dire. J'ai une critique. Juste que je termine. Juste que je termine. Des milliers de personnes de sa population, ça, il faut le condamner. Il ne s'agit pas de prendre parti pour lui ou pas. Je vais te dire une chose qui va te surprendre, mais je ne veux pas mettre sur le même pied d'égalité les deux personnages que je cite. Muammar al-Kadhafi, j'ai entendu durant cette période de guerre qu'il était un assassin, qu'il tuait son peuple. C'était dans cette propagande médiatique. Ils ont été extraordinairement forts pour présenter. Ce qu'on appelle les médias mensonges. Exactement, les médias mensonges. Juste que je termine cet exemple parce qu'il est déterminant. Je ne compare pas les deux, mais il y a quand même un lien sur certains sujets. Ce que je vais te dire par là, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, qu'ils ont exécuté l'un des derniers grands panafricains de ce continent, quelqu'un que j'ai pu rencontrer lorsqu'il était venu en France, Muammar al-Kadhafi. Aujourd'hui, les Noirs, les mêmes qui répétaient que Kadhafi était un tyran, sont ceux qui sont chassés en Libye par les négrophobes de Libye, ces Libyens racistes qui sont installés là-bas et qui, juste que je termine, qui pourchassent les Noirs. Donc le peuple opprimé, je pense qu'il faut, on est dans une situation de guerre. Dans une situation de guerre, il n'y a personne qui a les mains propres. Personne. Mais Bachar el-Assad n'est pas un panafricaniste. Je n'ai pas dit qu'il est un panafricaniste. Je dis, il est rien de non. Moi, je pense que là-dessus, tu es sur le terrain et peut-être que je peux me tromper parce que je ne suis pas omniscient et je ne prétends pas avoir le monopole de la vérité. Et donc, il faut avoir l'humilité sur ce terrain-là. Donc, je dis, donc peut-être que tu as raison sur ce terrain-là. Mais moi, je pars du principe, pour avoir eu cette possibilité de voir les deux camps, qui est que Bachar al-Assad tue en effet beaucoup de gens, comme les rebelles en tuent aussi énormément. On ne le dit pas. Et ce que je constate à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une coalition spectaculaire, même si elle est quasiment en réédition, parce que c'est un sujet que je suis, mais avec une extrême attention. Je ne peux pas tout dire, parce que là aussi, je suis un polémiste panafricain, mais voilà, j'ai pas envie de l'émission et des problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est, plus sérieusement, je pars du principe que cet individu, qui est un mal pour certains, et peut-être sur d'autres sujets, dans la coalition des nations, j'ai envie de dire, non alignées, c'est pour l'instant peut-être un mal nécessaire. Le temps me dira si oui ou non j'ai raison. Que ce soit un tyran, oui. Que ce soit, il n'y a pas de problème. Tu peux être en désaccord. Mais on veut tous que le massacre s'arrête. Des centaines de Syriens innocents. Bon, déjà, comme tu l'as dit, très justement tout à l'heure, la Syrie et le panafricanisme, c'est pas très lié. Donc là, on parle de Bachar al-Assad, si on parle de Cheranta, on parle de Sankara, ça me parle plus. Je me retrouvais à défendre. Si Babacar en a parlé, c'est parce que tu en as parlé. Voilà, mais j'en parle parce que dans cette démarche révolutionnaire, je suis amené à rencontrer différentes factions. Il y a des choses que je pourrais dire là, que je dirai en privé quand je serai avec vous, et d'autres que je peux dire ici présentement. Je rencontre des révolutionnaires de part et d'autre. Je rencontre des révolutionnaires qui sont anti-Bachar et qui sont anti-mondialistes, dont je suis proche aussi. Et je rencontre des révolutionnaires qui sont pro-Bachar, dont un dont je suis très proche, qui s'est engagé dans l'armée de Bachar al-Assad, qui s'appelle Sidik et que je tiens à saluer ce soir, qui s'est engagé parce qu'il sait la répercussion que ça va installer, parce qu'on parle de la Syrie. En réalité, le vrai problème, c'est pas la Syrie, c'est Israël, qu'on parle concrètement, si on veut en parler. L'acharnement qu'il y a contre Bachar al-Assad est dû au fait que, on sait tous que la Syrie, aujourd'hui, sur le terrain géopolitique, est une des grandes forces qui soutient en sous-bassement, que ce soit l'Iran, que ce soit
la Palestine et d'autres endroits. Assad a eu à collaborer avec les mais comme on va... Et à suivre complètement leur désiderata. D'accord. Il y a eu un moment comme Muammar al-Kadhafi à une époque a financé, à la fin malheureusement, a financé des gens qui l'ont tué. Je suis totalement, comme je le dis, et je pense qu'il faut que, là aussi en Afrique, et je veux faire mentir Senghor. On est dans l'anniversaire de la mort de Césaire, ou en tout cas l'anniversaire de son œuvre, son centenaire, qu'on parle clairement et simplement. Quand il disait « la raison est hélène, l'émotion est nègre », je veux tuer cette émotion. Et j'aimerais qu'on soit froid. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés. Moi, quand je vois du sang dans une guerre, ça ne me surprend plus. Ma vie est faite de coups et de sang. Je sais que la difficulté est réelle. Je souhaite qu'elle s'arrête, cette guerre. Parce que j'ai vu, mon ami. parce que j'ai vu, et en tout cas clairement, moi je sais que les Israéliens, je terminerai par là, oui, j'espère que je... Non, t'inquiète pas, je ne vais pas trop dire, mais disons que, voilà, Israël a un projet, et tous les anticolonialistes de la Terre devraient avoir un projet qui est tout autre. Moi, c'est sur cette simple ligne de pensée et d'action que je me situe. Mais je ne suis pas un Bachar al-Olâtre, et je vais même aller plus loin, je ne suis pas un syriolâtre, pour la simple raison que je ne suis même pas sûr que les Noirs sont extrêmement appréciés là-bas, si on doit parler simplement. Mais on doit parler avec rationalité et parler, quand on se situe sur le dôme de l'anticolonialisme, de quelle est cette force prédatrice qui veut mettre les uns les autres, les pions les uns les autres, etc. et chasser ceux qui ne leur servent plus. Justement, comme tu le disais, peut-être qu'il lui servait auparavant, mais il ne leur sert plus maintenant. Gbagbo, à un certain moment, le président Laurent Gbagbo a suivi, a collaboré, a fait un certain nombre de choses. Oui, non, mais je le dis. Mais il n'en demeure pas moins qu'entre lui, il y a toujours la politique du moins pire, c'est la réelle politique, c'est une réalité. Entre lui et M. Ouattara et sa dame israélienne, qui est une grande amie de cette région du monde, je pars du principe que je me sens plus proche de l'homme qui a la haie, je le dis froidement, même si ça peut choquer un certain nombre de gens. Je pense que... Juste pour terminer, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Je pense qu'on va pas s'en sortir. On va faire une pause sur ça parce que sinon on n'aura vraiment pas le temps. Et il y a voilà, c'est passionnant. Là, il y a les dames de Djoteli qui attendent. Voilà, Alpha a pris ton temps. Les dames de Djoteli qui attendent. Donc nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau, vraiment. On aura certainement l'occasion de revenir encore sur ça du moment que vous êtes au Sénégal. Donc nous allons terminer cette émission avec Djoteli. Je peux juste préciser que je suis en conférence ce samedi à l'université Dakar-Bourguiba à 15h, donc auprès des jeunes étudiants de l'université Dakar-Bourguiba, et tout le public est accepté. S'il y a des places, ils seront accueillis. Voilà. Pour parler de la négritude face aux enjeux du mondialisme. D'accord. Donc je rappelle que votre livre, il est vendu, il est dans toutes les bonnes librairies. Il y a un dépôt qui est à Mbao. D'accord. Et toutes les personnes qui veulent obtenir ce livre peuvent rentrer en contact avec nous par le biais, aujourd'hui, Internet, c'est notre vecteur de communication principal, d'accord, en envoyant un mail, comme une trentaine de personnes l'ont déjà fait depuis qu'on est arrivé, et on espère que ça va continuer, voilà. Donc c'est supranégritude, autodétermination, anti-victimisation, virilité du peuple. Voilà. Préfacé par Grégoire Biogo. Voilà, qui est un philosophe gabonais que j'aime profondément. Donc nous allons terminer cette émission avec Djoteli Group.